Au bout de cette piscine, une vue plongeante sur l'île française, la plus secrète des Caraïbes. Là, ici, vous voyez un peu l'île à 360 degrés. Cette île, c'est Saint-Barth, le paradis des grandes fortunes comme Jean-Georges. Son seul souci ici, c'est de choisir la bonne plage en fonction de la météo. Tous les matins, je prends mon café ici. Je sens un petit peu ce qui va se passer. Je regarde un peu les vagues aussi. Si le vent souffle là, je vais à Saline ou à Gouverneur. Si les vagues sont un peu plus... je sais que là-bas, ça bouge, je descends ici. Donc, on sonde l'île d'ici. Jean-Georges est un Français qui a réussi dans les affaires à New York. Il s'est offert des vacances de rêve dans ce décor à couper le souffle. Là, c'est extraordinaire. Là, c'est très beau. Il s'empresse de le partager sur les réseaux sociaux avec ses amis. Il faut dire qu'il en a quelques-uns. Il y a combien de personnes qui vous suivent? 93 500. Not bad. En fait, Jean-Georges von Richten est une star de la cuisine aux États-Unis. Il est à la tête d'une quarantaine de restaurants dans le monde. Il a 5000 salariés et il brasse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. À ses tables se bousculent les plus grandes stars de la planète, de Zlatan Ibrahimovic à Katy Perry. À Saint-Barth, il passe ses vacances entre amis. Moi, j'ai cherché la baguette, hein. Dernier breakfast. Ce bourreau de travail redevient quelqu'un comme tout le monde. Il troque son 4x4 new-yorkais contre cette petite voiture avec laquelle il va lui-même faire ses courses. Quand on est ici, on est vraiment en vacances. J'adore, moi, chercher le pain le matin. Ouais. Je le fais pas à New York, hein, donc mais ici, j'adore. Cela fait 30 ans qu'il vient sur l'île. Bonjour. 30 ans qu'il a les mêmes habitudes. Je prends un peu de lait de coco, un peu d'eau de coco, un jus d'orange et un exotique. Je crois que c'est quoi? C'est banane. Là, il y en a que deux. On va prendre les deux. À Saint-Barth, Jean-Georges, la star de la cuisine, T'as pris les œufs? s'offre une chose qu'il ne peut pas s'acheter ailleurs. La simplicité. Il n'est pas entouré de commis. Son plus grand luxe, faire la cuisine pour ses amis. Alors en vacances, c'est un peu moins précis. Hein. On fait ça comme on le sent. Il n'y a pas de guiche Michelin, il n'y a rien là. C'est nous, en famille, en amis. À table. Parmi les amis de Jean-Georges qui sont dans cette maison, beaucoup vivent une success story à l'américaine. Hervé est par exemple un célèbre designer. Pour tous, Saint-Barth est une petite bulle enchantée, loin de leur vie new-yorkaise mouvementée. C'est un petit bout de France, un bout de paradis, à 4 heures de Manhattan, c'est extraordinaire. C'est tout ce que la France offre de mieux, sans les soucis. Hein? On se plaint pas, quoi. On se plaint pas, On quoi. est très contents. On est au paradis. On se plaint pas au paradis. Bien, on se plaint pas. À plus de 6000 km de la métropole, au cœur de la mer des Caraïbes, Saint-Barthélemy est un petit trésor. C'est le paradis ici. 360 fois plus petite que la Corse, avec 14 plages de rêve. Rattachée à la France, cette collectivité d'outre-mer attire une clientèle très haut de gamme. En haute saison, le petit port de Gustavia accueille les plus gros yachts du monde. Et les touristes fortunés se ruent dans les boutiques de luxe. Ils y dépensent sans compter. Charge-lui 25 000 €. La carte est passée, c'est incroyable. Le soir, ils font la fête dans des endroits hors de prix, où il faut avant tout être vu. On aime Saint-Barth, on adore Saint-Barth. Mais comment ce petit rocher de 21 km² est-il devenu l'un des endroits les plus prisés des grandes fortunes? L'histoire commence en 1493, lorsque Christophe Colomb découvre l'île. Il la baptise du nom de son frère, Barthélemy. Les descendants des marins bretons, normands et vendéens, arrivés au XVIIe siècle, vivent pauvrement jusqu'aux années 60. Cette population blanche, appelée les Saint-Barth, subsiste grâce à la pêche, l'artisanat et la récolte du sel. Mais un homme va changer la destinée de l'île, David Rockefeller. Le milliardaire américain y achète un terrain en 1957 pour quelques milliers de dollars. La success story est lancée.
De nombreux milliardaires l'imitent, comme Roman Abramovich. L'oligarque russe s'est offert une propriété de 27 hectares pour 70 millions d'euros sur la plage de Gouverneur. Avec l'explosion des prix de l'immobilier, certains Saint-Barth, les habitants historiques, sont devenus richissimes. Monique Turbet, une descendante de colons, a vendu beaucoup de ses biens. C'est entre 9 millions et 13-14 millions, quoi. Pour d'autres, hors de question d'abandonner sa culture et son patrimoine, même contre des milliers de Napoléon, qui tient bon. Mais vous résistez. Il n'y a pas de choix. France, elle aussi, fait de la résistance. Les excès du tourisme mettent les milliers de tortues en danger. Elles sont écrasées sur la route. Vous les aimez, vos tortues, France? Ah, moi, je les aime beaucoup. C'est des très bonnes bêtes. L'île compte des habitants plus modestes. On n'est pas bling-bling du tout, hein. Des Portugais. Ils sont 3000 à vivre à Saint-Barth. Et ils travaillent pour la plupart dans le bâtiment ou les services à domicile. Qu'ils soient vacanciers multimillionnaires, riches héritiers ou simples employés, ils ont choisi Saint-Barth, l'unique perle des Caraïbes, encore capable de les faire rêver. Si Saint-Barth est aussi prisée des grandes fortunes, c'est qu'elle est protégée du tourisme de masse. Y séjourner se mérite. Bienvenue dans mon bureau. Je crois qu'il y a pire comme travail. Pour s'y rendre, pas de vol long courrier. Il faut transiter par Saint-Martin, l'île voisine, et emprunter un petit coucou à hélice comme celui de Yann, un pilote chevronné. Il connaît son île par cœur. Et Gouverneur, la propriété des milliardaires, Roman Abramovich. Justement, en parlant de Roman Abramovich, son bateau. Alors, il faut savoir que l'atterrissage à Saint-Barthélemy est plus impressionnant que ça n'est difficile. L'unique piste de l'aéroport est tellement courte qu'elle ne peut pas accueillir les jets privés. Avec seulement 650 mètres, coincée entre une montagne et la plage, c'est l'une des plus spectaculaires au monde. Bienvenue à Saint-Barthélemy, où commence le paradis. Ce vol, un homme l'a fait pour la première fois il y a 5 ans. C'est dans l'un des endroits les plus sauvages de l'île, à Colombier, que Loïc, 29 ans, prépare sa journée de travail. Ce Toulousain d'origine exerce un métier qui ferait rêver n'importe qui et qui lui rapporte beaucoup d'argent, jusqu'à 30 000. J'ai grandi dans le sud de la France, dans le sud-ouest, et puis par rapport en fait à mes activités sportives, j'ai pas mal bougé. Et voilà, je me suis retrouvé ici, ça fait maintenant 5 ans, et c'est le paradis. Loïc est devenu le coach de célébrité le plus prisé de l'île. Parmi ses clients, les sœurs Kardashian, Paul McCartney ou encore toute la famille du milliardaire russe, Roman Abramovich. Son emploi du temps est très chargé. Debout dès 6 h du matin, il enchaîne les séances. Allez, go! En ce début de matinée, il a donné rendez-vous à sa cliente dans sa salle de sport, la plage de Flamand. Oui, je suis déjà là. Je suis au bout de la plage. Elle est sportive de dingue. Bah, vous allez voir. Une grande sportive, mais surtout une star de la mode. Comment ça va? Le top modèle ukrainien, Alina Baykova, 27 ans. T'es prêt? Bien sûr. À quelle heure tu dois partir? J'aimerais bien partir vers 10h30. Ok, c'est cool. On a 1 heure. Alina est là pour une campagne de publicité de Dolce & Gabbana. Elle en est l'une des égéries. La marque italienne a organisé avec elle un shooting pour le lancement d'une nouvelle collection, tout simplement dédiée à Saint-Barth. Saint-Barth, c'est vraiment un endroit branché. Beaucoup de gens de la mode y viennent parce qu'ils s'y sentent libres et il n'y a que des gens au top. Du coup, personne ne vous saute dessus ici. Les gens peuvent vraiment se relaxer. On y va. Allez, c'est parti.
Loïc démarre toujours ses séances par un échauffement musculaire de quelques minutes. Pour ne pas endommager la plastique de rêve de ses précieux clients. Easy. 3, yes. C'est très facile avec elle. Elle a l'habitude de faire de l'exercice. Non, c'est pas facile pour moi. Allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. Allez, vas-y. Au programme ce matin, un exercice de gainage et d'endurance musculaire. Descends un peu plus sur tes jambes et garde ton dos bien droit. Encore. Fais-le claquer bien fort sur le sol. Allez, stop. Ah mon Dieu, je veux plus jamais faire ça. Hein. Je suis dur avec toi. Oui, il est pas gentil du tout. Vraiment pas. C'est pour ça que ça vous plaît? Oui, j'aime bien ça. J'ai besoin de quelqu'un qui m'attrape par les mains et qui me dise quoi faire. J'ai besoin qu'on me pousse. Ok, on le refait encore une fois alors. Bah, yeah. Yes, great. Au bout d'une heure, après quelques exercices de boxe, la séance se termine enfin. C'est l'homme le plus occupé de l'île. C'est impossible de l'avoir. Et pas seulement sur l'île. À New York, tout le monde parle de lui aussi. Mais comme on est très amis, il se réveille parfois à 6 ou 7 heures du matin, juste pour m'entraîner. Parce que la journée, tous ses créneaux sont déjà pris. Donc il sacrifie son sommeil. Non, c'est vrai, j'apprécie beaucoup. Merci. Je t'adore. Si Loïc sacrifie parfois son sommeil pour Alina, ce n'est pas uniquement pour ses beaux yeux. Pour une heure de séance de coaching avec lui, il faut débourser 150 €. Déjà la prochaine séance qui arrive là. Ouais, ça y est, bah du coup, ouais, là c'est bon. 10h30, il faut y aller. Sur son salaire, Loïc ne paiera pas d'impôts. Ça me plaît, c'est ma vie. Car à Saint-Barth, la fiscalité est aussi douce que la météo. À condition d'y résider depuis plus de 5 ans, on ne paie pas d'impôts sur le revenu ni sur la fortune. Il n'y a pas de TVA non plus, ni de droit de succession. L'île ne connaît pas la crise. La fréquentation touristique augmente de 5% par an. Le secteur de l'hôtellerie haut de gamme s'y porte très bien. Les 7 établissements 5 étoiles affichent tous complet. Les mastodontes du secteur lorgnent sur ce business. Le groupe LVMH, qui a ouvert un hôtel, vient de racheter le Taïwana il y a quelques mois. Le groupe Barrière compte aussi ouvrir un établissement fin 2017. À côté de ces grandes sociétés, une famille s'est aussi lancée dans l'aventure. Son hôtel doit accueillir ses premiers clients dans 3 semaines, pour la haute saison. Mais l'établissement est encore en plein chantier. 40 ouvriers travaillent d'arrache-pied depuis 8 mois. Et c'est Jean-Louis, le patron en personne, qui supervise les travaux. Vas-y, descends. C'est la course contre la montre. C'est bon, il peut poser là. Jean-Louis est sur tous les fronts. Tu termines les toilettes là-bas? Le problème, c'est que le chantier a pris du retard, à cause des matériaux qui viennent de loin. Et là, malheureusement, ce qui arrive de Bali, à savoir le parquet et toutes les menuiseries, elles ont pris de mauvais côté. Donc au lieu de mettre 2 mois pour venir, les containers ont mis plus de 3 mois et demi. Et ce qui nous a mis un peu vraiment dans le jus pour être serein et tranquille. Jean-Louis est anxieux, et pourtant il n'en est pas à sa première ouverture. Il est même à la tête d'un petit empire. Ce Savoyard est un bâtisseur dans l'âme. Tout a démarré dans les années 80. Avec sa femme, il rachète une vieille ferme à Megève qu'il retape et qu'il transforme en un boutique-hôtel luxueux, les Fermes de Marie. En 15 ans, ils vont ouvrir 10 autres palaces, à la montagne, mais aussi en Provence, dans le Luberon et à Saint-Tropez. Pour sa nouvelle aventure, Jean-Louis a racheté un établissement mythique de Saint-Barth, fermé depuis 10 ans. Il a investi 20 millions d'euros pour redonner vie à ces petites villas au style colonial. Alors, il n'a pas le droit d'ouvrir en retard. Là, je suis un peu fatigué et le stress d'une ouverture d'hôtel en si peu de temps, bon, c'est quand même c'est un peu lourd. Hein. Mais c'est moi qui l'ai voulu, hein, je veux dire. J'ai qu'à m'en prendre à moi-même, il n'y a pas de problème pour ça. Si les jardins sont encore en friche,
Dans les chambres, rien n'est terminé non plus. Mais Jean-Louis se projette déjà. Et là, on a la douche extérieure et le bain à l'extérieur avec un petit coin salon. Voilà, on est en vacances, on n'est pas chez soi. Il y a des gens qui viennent de New York, qui habitent dans des tours. Ils sont là, ils prennent le bain à moitié dedans, moitié dehors. C'est très sympa. Mais l'hôtel a un autre atout. Voilà, notre meilleure décoration, c'est ça. 3 semaines plus tard, la transformation est spectaculaire. La végétation a poussé comme par magie. Il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier. C'est Jean-Louis qui s'occupe des finitions. C'est chouette comme ça de prendre possession d'un lieu qu'on a créé. Bah, bien entendu, c'est jouissif même. Parce qu'on a trimé pendant 1 an et puis on arrive à... Voilà, il faut qu'ils vivent maintenant. Donc on l'a imaginé et maintenant on l'adapte. Camille pour Tom. Camille, la gouvernante générale, est aussi sur le pied de guerre. Tom, j'aurais besoin de vous avec la golfette. Je vais monter avec une bouteille de champagne et une corbeille de fruits. Des clients new-yorkais sont en train d'atterrir. Monsieur Bonalé ? Bonjour, je suis Zora, la responsable de votre séjour. Ravi de vous rencontrer. David dirige une société spécialisée dans les nouvelles technologies. Comment s'est passé le vol? Très bien. C'était très excitant. À quelques minutes de leur arrivée à l'hôtel, dans leur chambre, Camille peaufine la mise en place. Là, il y a une tache, faut que je le change. Sa devise, c'est la perfection. C'est léger quand même, non? C'est léger, mais ça se voit déjà trop. On travaille dans du 5 étoiles, voilà, quand on est gouvernante, faut aimer la rigueur, faut aimer le détail. Tout doit être absolument parfait. C'est du travail de précision. Oui. Paquet de plis sur les coussins et surtout ne jamais voir la fermeture. Voilà, toujours symétrique. C'est la première fois que David et Émilie viennent à Saint-Barth. Bienvenue sur notre île merveilleuse. Nous sommes très contents d'être ici. Si vous voulez bien me suivre. Et comme on est en France, l'accueil se fait avec une coupe de champagne. Merci. Encore bienvenue. Santé. Santé. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aussi avoir une carte bleue pour l'enregistrement? David et Émilie vont passer 5 jours dans une villa perchée sur les hauteurs, à 1 000 € la nuit. C'est marrant. Malgré la recherche de la perfection, tout ne se passe pas comme prévu. Non, descends là. On descend là. Le camion à linge sale bloque la route. Les clients vont devoir faire un petit effort, marcher jusqu'à leur chambre. Que pensez-vous de la chambre? C'est fabuleux, c'est merveilleux. Sur Internet, c'était déjà très beau, mais là, en vrai, ça l'est encore plus. C'est somptueux. La vue depuis la chambre est fantastique. Que les vacances démarrent. Ce soir, Jean-Louis lui aussi va profiter de son hôtel en se glissant dans la peau d'un client. La villa la plus chère, à 5 000 € la nuit, est encore inoccupée. Il s'y est donc installé. Oui, on teste. On est en test. Quand on ouvre un hôtel, on l'ouvre comme ça, comme on peut. Et après, comme d'habitude, il faut y vivre dedans pour trouver les petits manques, les petites choses à améliorer. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, mais il y a encore fort à faire. Vous êtes content quand même? Ouais, je suis très content. Ouais. En tout cas, merci Saint-Barth pour ce spectacle. Hein. C'est magnifique. Si certains vacanciers choisissent de dormir dans des hôtels 5 étoiles, d'autres préfèrent venir en yacht. À l'approche des fêtes, les plus chers de la planète envahissent le port de Gustavia. Pendant 3 jours, l'île a la plus forte concentration de yachts au monde après Monaco durant le Grand Prix de Formule 1.
Cette année, il y en a plus d'une centaine. Les plus gros, comme celui du milliardaire russe Abramovitch, ne rentrent pas dans le port. Baptisé l'Eclipse, il mesure 163 mètres. C'est presque 2 terrains de football. Cette clientèle très fortunée vient s'approvisionner sur l'île et dépense sans compter. Nous sommes le 30 décembre. Au port de commerce, un colis arrive tout droit de France. Il contient une mystérieuse marchandise à laquelle Brian doit faire très attention. Elle est précieuse, cette marchandise? Très précieuse. Elle est destinée à une épicerie fine qui fournit tous les milliardaires. C'est Eric, le patron, qui déballe le colis tout juste arrivé. Comment tu vas, mon ami? Bien, et toi? Ça va? Bien? On essaie de s'en sortir, c'est pas facile. À l'intérieur, il y a des produits exceptionnels, des trésors culinaires de chaque continent, comme ces mangues. On les fait venir du Pérou spécialement. 20 € pièce, mais bon, ils veulent des mangues du Pérou. Vous les vendez 20 € pièce? Oui. Et ça marche quand même, il y a des clients pour ça. On n'en a jamais assez. Il est 7 h du matin. Dans la boutique, il y a déjà un client. Un chef privé, au service d'une personnalité, à qui il manquait un ingrédient pour une recette. Le monsieur, il achète pour une villa, c'est ça? C'est un bateau. Il achète pour un bateau, donc il avait besoin de beurre de cacao pour faire... Pour préparer un dessert. L'identité de son patron doit rester confidentielle. Ok, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Mais Eric est tellement fier de l'avoir comme client qu'il ne peut s'empêcher de nous donner un indice. Donc, si vous avez vu le nom du bateau, vous avez compris qui c'était, mais... Vous googlerez, vous saurez qui est le propriétaire, quoi. Eclipse. Oui, voilà. Donc c'est Roman Abramovitch. Exactement. On n'a rien dit. C'est une partie de nos clients. Eric est le fournisseur officiel de tous les yachts. Les noms des bateaux sont affichés au mur comme des trophées. Quant au rayon, aucune étiquette de prix. Car les clients ne regardent pas à la dépense. Ce qu'ils recherchent avant tout, ce sont des produits d'exception. Ça, c'est peut-être le whisky le plus rare du monde. C'est Pappy Van Winkle, qui est à 5 000 € la bouteille. On n'est pas très cher, elle l'est vendue 9 000 partout. Oh, monsieur Boris. Pour écouler sa marchandise la plus chère, Eric n'a pas besoin de forcer ses talents de vendeur. J'ai de la truffe fraîche, hein, si vous voulez. Il se contente de suggérer. Ouais, je vais prendre une truffe noire, là. D'où elles viennent, ces truffes, là? Du Périgord. Oh. Dur comme de la pierre. Superbe. L'affaire est dans le sac. Combien ça vaut la truffe ici? 3 000 le kilo. D'accord. Et pour faire revenir ses bons clients, pas de carte de fidélité. Eric offre des échantillons de caviar. Prends ça, je te l'offre. Tu peux en mettre dans les pâtes, dans la purée, les œufs. Le caviar, c'est son produit phare. Eric en a commandé beaucoup cette année. Et il ne veut pas en garder sur les bras. Dans la chambre, là, il y a 100 kilos de caviar. En meilleur caviar du monde. Dans sa chambre froide, il y en a pour une petite fortune. Il y en a vraiment pour beaucoup. Il y en a, je sais pas, peut-être 300 000 €. Parmi les colis arrivés ce matin, une commande spéciale d'un client. C'est du beluga royal, qui se met à peu près 12 000 € le kilo. C'est le produit le plus recherché sur l'île. Hein. Donc ça, c'est que pour la même personne, alors? Oui, elle avait faim, elle avait envie de se faire un bon petit-déj. Son client, c'est ce chef israélien qui travaille pour un richissime propriétaire de yacht. Donc charge-lui 25 000 €. Ça vous fera 25 000 €, s'il vous plaît. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est quoi 25 000 €? Ah, moi, c'est mon loyer annuel. Moi, c'est ce que je rembourse tous les ans pour mon appart à Miami. La carte est passée, c'est incroyable. Donne-lui un reçu. C'est pour qui? C'est pour quelqu'un. Le secret, c'est d'être discret. Même moi, je ne sais pas pour qui tu travailles. Eh oui, d'ailleurs, t'es qui, toi? Bah oui, je sais pas qui tu es. En plus des 2 kilos de caviar à 25 000 €, ce client a acheté des poissons frais, des légumes et des produits secs.
L'addition est salée, du coup la livraison est offerte par la maison. Il y a pour combien de marchandises dans la voiture ça? Là, 35 000. C'est énorme. C'est bien. C'est pour des personnes normales comme nous, c'est énorme. Mais pour des personnes comme eux, c'est pas grand-chose. La précieuse marchandise va ensuite partir sur le Luna. Ce yacht de 115 mètres appartient au milliardaire russe Farhad Akhmedov, qui a fait fortune dans le gaz. Il l'a racheté en 2014 à son ami Roman Abramovitch pour 370 millions d'euros. En haute saison, les 14 plages de l'île restent quasi désertes. À Saint-Barth, les vacanciers ne sont pas importunés par la serviette du voisin. Pourtant, l'île est pleine à craquer. Entre les touristes et les habitants, 13 000 voitures circulent à la queue leu-leu. Il faut dire qu'il n'y a que 2 routes pour se déplacer. Le problème, c'est que ce trafic perturbe la tranquillité de certains riverains. Les nombreuses tortues de l'île. Pire, elles sont des dizaines à se faire écraser par des vacanciers ou des habitants sans scrupules. Ce qui révolte cette femme. Je vais vous dire si je la connais bien. Oui, c'est une vieille connaissance. Viens ma louloute. France s'est mise en tête de les secourir. Elle ramasse ces tortues charbonnières qui sont en danger et à qui personne ne fait attention. Tous les artisans qui travaillent chez le milliardaire suisse, je peux vous dire que les tortues, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Un maloulou, tu vois, ce souris, c'est un ami des tortues. Tu sais, vous qui n'avez pas beaucoup de gloire médiatique, mais vous en foutez. Ça, c'est la célébrité assurée. Mais toi, tu préfères manger. Professeur de français à la retraite, France a posé ses valises à Saint-Barth il y a une trentaine d'années. Elle vit dans cette petite maison cachée dans la colline. À 500 mètres en contrebas, elle a créé un hôpital pour tortues. Mesdames, allez, vous êtes priées de sortir de votre léthargie habituelle. Oh, ça c'est Madame Puy-de-Dôme. Et Mademoiselle Gonfaron, où êtes-vous? Alors, voilà, Mademoiselle Gonfaron, c'est ma star. Chaque année, France répare une centaine de tortues passées sous les roues des voitures. Accident de la route, accident de la route. Tout accident de la route. Pour rafistoler les carapaces endommagées, elle utilise de la résine, la même que celle destinée aux coques de bateaux. Ça y est, elle est réparée là. Ben là, elle est pratiquement... Vous voyez, c'est pratiquement... Bon, il ne faut pas qu'elle fasse des folies, hein. En plus de ses patientes blessées, France nourrit environ 600 tortues. Elles sont nombreuses à se balader autour de chez elle et de chez son voisin, qui n'est autre que le célèbre milliardaire russe. Elles vont, oui, jusqu'à chez Abramovitch. Alors lui, il n'a aucun problème. Il a plein d'esclaves qui nourrissent les tortues, les abeilles, tout ce beau monde. Il les traite bien, les tortues, alors? Ah oui, oui, elles sont super bien, nourries bio et tout. Là, il n'y a aucun souci. À Saint-Barth, il y a environ 5000 tortues. Et selon France, il y en a une qui court après toutes les autres. DSK, je peux pas dire où est-ce qu'il loge parce qu'il fait tellement de kilomètres à la recherche de la femelle idéale. Viens montrer ton beau plastron. Viens. Ça, c'est déjà le beau mâle. C'est cette qualité de mâle qui muse les pauvres femelles. Alors, vous voyez, c'est bien conçu. C'est fait pour tenir bien sur la femelle. J'ai lu dans les bouquins à tortues qu'il y avait des préliminaires, qu'on devait gratter le cou et tout. Mon cul, c'est du poulet. Il se jette dessus comme des chars d'assaut. Mais elle prend du plaisir quand même? Ça n'a pas l'air. Vous les aimez, vos tortues, France? Moi, je les aime beaucoup. C'est des très bonnes bêtes. Son paradis à tortues et sa petite maison qui la rendent si heureuse aujourd'hui, France les a payés seulement 80 000 francs il y a 30 ans. Et comme partout sur l'île, le prix a flambé.
Là, je peux la vendre à 1 million d'euros, cette cabane à lapins. Et aujourd'hui, on essaye de vous la racheter, votre maison? Ah non, je la laisse à une fondation à Tortue dans le Var. C'est tout. Déjà prévu. C'est tout prévu, oui, parce que comme pour les humains, j'ai quelques réticences vis-à-vis du genre humain, donc je préfère laisser aux bonnes œuvres à bêtes. Si France préfère tout donner aux tortues, beaucoup de monde a profité de l'explosion de l'immobilier pour faire fortune. Notamment les descendants des 15 familles de colons, arrivés il y a plusieurs siècles. Ils possèdent encore une grande partie des terrains sur l'île. Monique Turbet vient d'une famille vendéenne installée à Saint-Barth depuis 300 ans. Bonjour, vous allez bien? Bien. Ça va, merci. Ce matin, elle a rendez-vous avec le directeur d'un hôtel 5 étoiles qui vient d'ouvrir ses portes, le Barthélemy. Ça fait 4 fois que je viens ici et il n'y a pas une fois où je ne verse pas une petite larme. Voilà. Oui, je me souviens la première fois où tu es arrivé. On parlait, et à un moment donné, elle pouvait plus, puis tout d'un coup, elle était tombée en larmes. En fait, l'ancien établissement appartenait à son père, Guy Turbet, décédé l'année dernière. Et mon père, il est là. C'était l'un des pionniers de l'hôtellerie à Saint-Barth. C'est en partie grâce à lui que le tourisme haut de gamme se porte aussi bien aujourd'hui. Le Barthélemy, aujourd'hui, je considère quand même c'est un très bel hôtel. Mon père, il aurait été fier. J'en suis certaine. De là-haut, je le sais. Monique est un peu émue, mais elle profite tout de même de sa belle histoire familiale et de son héritage pour faire du business. Elle a lancé son agence immobilière. Hello! Comment ça va? Ça va, Barbara? Très bien, merci. Elle loue plusieurs de ses villas à des touristes fortunés. Comme celle-ci sur les hauteurs de Flamand. Avec 4 chambres, piscine et vue imprenable sur la baie, elle se monnaie jusqu'à 20 000 € la semaine. Allez, à très vite. Merci. Merci pour tout. Monique a aussi vendu une série de maisons. À partir d'ici, jusque-là, c'était l'ancienne propriété qui appartenait à mon père, qui maintenant a été vendue et sont construits de somptueuses villas. Les terrains peuvent se vendre jusqu'à combien ici? Écoutez, les terrains, comment je peux vous dire? Ça c'est compliqué, mais c'est très cher. Une fourchette? Une fourchette, c'est compliqué. Et voici encore une maison que Monique a vendue. Voilà. Elle en a hérité du côté de sa mère cette fois-ci. Hello Diego. Bonjour Monique. Diego est le manager de cette villa. Il travaille pour les nouveaux propriétaires, des Vénézuéliens. Il compte sur Monique pour la louer quand ses patrons ne sont pas là. Cette petite maison de plage possède un accès direct sur la mer. Elle fait 200 mètres carrés avec suite parentale à l'étage. Vous imaginez, vous êtes sur votre lit, vous vous réveillez le matin et vous avez une vue comme ça. Mais c'est le rêve. Même coincé entre deux murs, le prix de la location est exorbitant. De 25 à 50 000 € la semaine selon la saison. Les propriétaires l'ont acheté très cher. Et la valeur d'une villa comme ça, c'est quoi à peu près? La valeur, je peux pas trop vous dire. C'est assez. Personnellement, je suis celle qui l'ai vendue. Bon, je tiens à garder. Une fourchette de prix, en fait, c'est plus de combien? Enfin, j'en sais rien. C'est entre 9 millions et 13-14 millions, quoi. De dollars? Ouais. Non, euros. Ah. En 1985, sa mère lui avait légué ce lieu, évalué à l'époque 65 000 francs. Voilà, quoi. Le prix a été multiplié par 100. En 30 ans, le village de Flamand s'est transformé. Avec la spéculation immobilière, les villas de luxe ont poussé comme des champignons. Désormais, les maisons à plusieurs dizaines de millions d'euros côtoient les cases créoles traditionnelles.
Certaines semblent à l'abandon, sans doute à cause de querelles d'héritage entre les familles. Sur l'île, les anciens font de la résistance. Ils ne veulent pas vendre leur patrimoine et leur culture, même contre une immense fortune. C'est le cas de l'oncle de Monique Turbet, qui vit à quelques centaines de mètres des maisons qu'elle a vendues. La vie est si belle. Je regarde le ciel, j'évoque l'Éternel et je lui dis, mon Dieu, toi qui es dans les cieux. Il s'appelle Napoléon, il est boulanger à la retraite. Conduis-moi un jour près de Dieu, dans les cieux, pour que je sois heureux. Sa famille, d'anciens colons, est installée à Flamand depuis plusieurs générations. J'ai mon arrière-grand-père ici. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père et moi. Alors ça fait qu'on est au moins de 300 à 400 ans ici. Napoléon, qui fête ses 80 ans demain, veut nous montrer la maison où il est né. Vous voyez le bâtiment là, la grandeur qu'il est là, il avait 2 chambres et un salon. Et dans le salon, on pendait 3 hamacs pour dormir. Il a vécu dans cette petite case, entouré de ses parents et de ses 11 frères et sœurs. Un jour, lui et sa famille reçoivent une visite surprenante. David Rockefeller, l'homme le plus riche de la planète à l'époque. Le milliardaire américain qui passait au large en bateau tombe amoureux de l'île et se met à la recherche d'un terrain. Vous l'avez rencontré, monsieur Rockefeller? Oui, j'ai même payé Coca-Cola. Il était comment alors? Un homme sympa, très... Il partait de Gustavia à pied, il venait Flamand, il partait sur Colombie. C'est une chose qu'il ne peut pas faire en Amérique. Le terrain dont rêve Rockefeller appartient au père de Napoléon. Il lui cède pour une somme dérisoire. Oui, il l'a donné, il l'a pas manqué. Tellement c'était symbolique le prix? C'était quoi le prix? C'est pas 25 000 $. Aujourd'hui, ça vaudrait combien ça? Ça vaudrait des milliards, des milliards. Le terrain en question, le voici. 27 hectares, qui débouchent sur la plage de Colombier. Aujourd'hui, Napoléon possède d'autres propriétés, mais il refuse catégoriquement de les vendre. Il les a transmises à ses enfants, qui s'y sont fait construire des maisons. Des personnes qui viennent avec le milliard à eux pour nous acheter, nous rendre peut-être un peu plus malheureux un jour, nos enfants aussi. Tout ça fait partie de la vie de chaque jour. Mais vous résistez? Oh, résister. Alors, pour mes 80 années, j'essaye de tenir, mais enfin, il n'y a pas de choix. Napoléon habite à l'étage de cette maison. Au rez-de-chaussée, il a toujours son épicerie, ouverte il y a 40 ans. À l'intérieur, rien n'a bougé. La supérette est un peu désuète. Sa fille, qui y travaille, confie qu'il est difficile de la faire tourner. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile quand on est une épicerie par rapport au gros supermarché. Mais Napoléon se refuse à l'abandonner. Il aimerait y finir ses jours. C'est d'ailleurs pour cela qu'il l'a baptisée l'épicerie Sainte-Hélène. Tout le monde me dit, pourquoi on t'appelle Napoléon? Et on chante Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Alors, quand j'ai fini l'installation, toute chose, on m'a dit, on va lui donner nom Sainte-Hélène, parce que je voudrais en faire ici ma dernière demeure. Mais l'avenir de l'épicerie est incertain. Pas sûr que la volonté de Napoléon soit plus forte que la tentation de l'argent et du gain potentiel. Nous, on voit pas, je me vois mal tant qu'il est là, lui dire, eh ben, tu sors et on ferme et on met quelque chose d'autre à la place. On va laisser, voilà, continuer tant qu'il veut et tant qu'il peut, et après, tout ce qui viendra après, on verra. Bon, allez, à la prochaine. Si la famille de Napoléon vit à Saint-Barth depuis 400 ans, d'autres habitants s'y sont installés plus récemment. Ils sont venus y tenter leur chance avant que l'île ne soit sur la carte des destinations branchées. Comme Patty, arrivée au début des années 80. Une métropolitaine que rien ne destinait à habiter un jour dans cette maison de rêve.
J'adore cet endroit. Moi, à chaque fois que je vais en métropole et que je reviens et que je prends l'avion et puis qu'on arrive au-dessus de cette mer et que je vois Saint-Barth arriver, j'ai un moment d'émotion, quoi. Je me dis, oh, je rentre chez moi. Tu viens ? Patty vit un véritable conte de fées. Il y a 30 ans, après un tour du monde, elle débarque à Saint-Barth avec pour seul bagage un sac à dos et une tente. Quand je suis arrivée en 83, donc, j'avais ma tente de camping et puis je me suis dit, bon, je n'ai pas d'argent, je vais camper. Et on m'a dit, non, non, c'est pas possible, c'est interdit. Bon, je l'ai quand même fait, je me suis fait attraper et on m'a dit, non, 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 faut repartir. Alors là, j'ai dit, oh, s'il vous plaît, je peux rester. Alors j'étais dans l'hôtel le moins cher de l'île et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petites aquarelles. Les premières années, Patty se débrouille en vendant ses petites peintures qu'elle expose dans les magasins à Gustavia, à côté du port. Mais ce n'est pas ça qui a fait sa réussite. Tu viens, Gigi ? Patty connaît tout le monde sur l'île. C'est une petite célébrité. Ici, on passe son temps à dire bonjour. On conduit d'une main et de l'autre, on dit bonjour. Vous connaissez tout le monde ? Beaucoup de gens, oui. Ce qui a fait sa notoriété, c'est son idée de génie. Elle a fait de Saint-Barth une marque, ou plutôt une marque de vêtements tendance que tout le monde s'arrache. Bonjour. Le concept est simple, des t-shirts couleurs vives, des sacs ou des accessoires de plage, mais tous siglés du nom de l'île. Ça a été un succès fulgurant, ça a marché très très vite, très bien. Donc j'étais un peu dépassée par les événements parce que moi j'imprimais mes t-shirts dans un petit garage. Donc ça a été, il a fallu que j'embauche, il a fallu qu'on travaille jour et nuit pour fournir la demande, c'était assez spécial. Aujourd'hui, sa clientèle vient des 4 coins de la planète. Et elle a un gros pouvoir d'achat. Comme ce couple qui vit à Monaco et qui va dépenser plus de 1 000 € pour une vingtaine d'articles. On va finir par acheter le magasin. C'est au tour de cette touriste venue de Marbella dans le sud de l'Espagne de passer à la caisse. Oui, on est passé dans toutes les boutiques classiques, Dolce & Gabbana, Hermès, Chopard. Mais moi, j'adore mélanger les marques de luxe avec des choses simples. Ça donne de la personnalité, il n'y a pas que la marque qui compte. Hein. Montant de ses achats, 651 €. Patty fut l'une des premières à surfer sur l'image de Saint-Barth pour créer sa marque. Depuis, toutes les maisons de luxe l'ont imité. À Gustavia, sur le port face au yacht, Louis Vuitton, Bulgari ou Hermès se sont installés. Certaines marques, comme Prada ou Dolce & Gabbana, font même des collections spéciales vendues uniquement sur l'île. L'image luxueuse de Saint-Barth fait vendre. Les grandes enseignes de mode l'ont bien compris. Ce matin, sur la plage de Gouverneur, une célèbre marque de vêtements féminins est justement en plein shooting. Caroline, cette jeune mannequin allemande, pose pour Bérénice, une enseigne française de prêt-à-porter. Voilà, allez, et marche vers nous, comme si tu étais complètement ivre. C'est Frédéric, le fondateur, qui a décidé de venir faire ce shooting à Saint-Barth. C'est un enjeu important, c'est toute notre campagne, ça représente, après c'est les catalogues, c'est les magazines, enfin c'est ce qui va représenter notre marque pendant 6 mois. Il n'a pas choisi l'île par hasard. On essaye toujours de coller aux endroits, on va dire, in. Voilà. Et effectivement, Saint-Barth, c'est quand même encore l'endroit où il faut être à Noël, en tout cas. On l'a, non? Ouais, je pense qu'on l'a. Pendant les fêtes de fin d'année, c'est l'effervescence. Célébrité du monde de la mode, oligarque ou fêtard millionnaire, il ne raterait pour rien au monde le 31 à Saint-Barth. À l'autre bout de l'île, à la Pointe Milou, on s'apprête à recevoir tout ce beau monde pour le réveillon. Le Petit Saint-Barth est un endroit mythique et incontournable de l'île.
La jet set en a fait son quartier général. Ok, comme ça, là, ça nous fait une grande table, là. Ça, on va faire ici. Comme ça, celle-là, comme elle est petite, on va pouvoir la mettre un peu dans l'entrée, étant donné que je vais mettre quelqu'un ici. Hein? Avec ses bottes de pluie, Carole Gruson, la patronne des lieux, est un mythe. Elle règne sur le monde de la nuit à Saint-Barth. Ce soir, elle a réservé un DJ star, dit Avener, pour son restaurant discothèque qui affiche complet. Là, on a 160 raisins de dinner. Et ensuite, on verra. Je sais pas, 500 personnes, 1000 personnes pour The Avener, non? Pas trop stressé? Oui, parce que si tu veux, les gens, quand même, ils payent un certain prix. Ils veulent être bien servis, il faut que ce soit nickel, tu vois. Et c'est quand même des gens exigeants. Ça n'a pas l'air, mais c'est important. Pour s'asseoir à une table, comme l'ont déjà fait Sting, Bono, Jack Nicholson ou encore Johnny Hallyday, il faut débourser ce soir 800 € pour le menu. Mais c'est sans compter les boissons. La cave d'Ali Baba, cristal rosé, Dom Pérignon rosé. C'est Yessine, le sommelier, qui va se charger de faire monter la note. Ça se vend 600, ça se vend 1800. Ça c'est 4500 €. Il y en a combien qui vont être consommés ce soir, vous pensez? Des bouteilles? Combien, je sais pas, mais on aimerait bien vider les frigos. Qu'on a remplis aujourd'hui, parce qu'on les a bien vidés hier. Il a aussi prévu des Jéroboam de 3 litres, des plus grandes maisons de champagne. Et elle sert à combien celle-là? Surprise! C'est pas les plus chers. Car les bouteilles les plus chères ne rentrent même pas dans le frigo. Elles sont conservées directement dans la chambre froide de la cuisine. Et on en a 2. Après ça, c'est une bouteille exceptionnelle parce que c'est une bouteille qui vaut 80 000 €. Voilà. Bah après, ça peut partir. Peut-être ce soir, on va en vendre une. Hein. On sait pas. Hein. Le but, c'est ça, quoi. On sait jamais. À la tombée de la nuit, les premiers clients arrivent. Ils viennent pour la plupart des États-Unis, d'Amérique latine, de Russie ou encore de Monaco. Prêts? Ils sont accueillis comme des stars, sous les flashs d'un photographe, accompagnés de danseuses sexy qui vont faire monter la température tout au long de la soirée. Carole, la maîtresse des lieux, fait elle aussi son entrée. Coucou les filles! Cela fait 20 ans qu'elle a ouvert ce cabaret-restaurant. Voilà votre. Au départ, elle n'imaginait pas rencontrer un tel succès. J'ai voulu avoir un restaurant pour recevoir mes amis. Je voulais un endroit typique, dans une case. Et puis c'est devenu le petit Saint-Marthe au fur et à mesure et je ne l'ai pas fait exprès. Ce qui fait la réputation du lieu, c'est que passé une certaine heure, les clients se lâchent totalement. Et en fait, ici, les gens ils disent « Let's go to the restaurant where we dance on the table ». Parce que pour les Américains, ils n'ont pas le droit, tu sais, de danser sur les tables là-bas. Et le chauffeur de salle, c'est Yessine. Ici, le sommelier ne doit pas être discret. Il doit faire la fête comme tout le monde. Oh, la soirée! Elle est lancée. On se chauffe. On est des diesels. On se chauffe. J'attends que mes amis s'assoient et après on va lancer la soirée. Pour flatter ses amis et leur donner envie de consommer, il a prévu un show personnalisé à chaque commande. Tac, je vous vois avec des drapeaux dans les mains. On entoure la table avec les drapeaux. La nationalité des clients, en fonction de leur nationalité, ils ont un drapeau et un envoi. Mets-moi le feu ici, là! Allez! Très vite, la soirée tourne à une compétition entre toutes les nationalités présentes dans la salle. Plus la commande est chère, plus le client se fait voir. C'est un homme d'affaires roumain qui remporte la première manche. Il a le droit à un feu d'artifice de faux billets de 500 €. Car avec 2 bouteilles de whisky et 4 de champagne, il vient de dépenser une petite fortune. À peu près 10 000, même si c'est plus. Effectivement, les prix sont bien plus élevés. L'alcool est vendu par pack, de 2 000 jusqu'à 80 000 €.
Pour les desserts, c'est pareil. 12 ours en guimauve et un Jéroboam de Champagne coûtent 7 800 €. Et les clients adorent. Il a toujours le meilleur programme. J'adore tout ce qu'il fait, les mondes ici, il danse, il y a beaucoup de fêtes ici, c'est un vrai féerie ici. En attendant minuit, place au show des danseuses sexy dans le cabaret le plus en vue des Caraïbes. Au même moment, sur le port de Gustavia, on s'apprête à passer à la nouvelle année. Ici, ce ne sont pas les voitures qui klaxonnent, ce sont les yachts. Au Saint-Barth, le célèbre DJ français Yavner a pris possession des platines et il enflamme la salle. Tous les clients dansent sur les tables. Yessine aussi. Et pour lui ce soir, les affaires se portent très bien. Je pense que mon ordinateur, il est content. À partir de là, et c'est grâce à lui, hein, c'est grâce à des gens comme ça. Dans une ambiance survoltée, la soirée va se prolonger jusqu'à très tard dans la nuit. Loin des paillettes et de la folie des boîtes de nuit, une communauté a trouvé son bonheur à Saint-Barth. Ses membres se réunissent tous les vendredis pour faire la fête, au son des chants traditionnels. Ce soir, ils sont une cinquantaine et ils viennent tous du Portugal. Loin de leur pays natal, ils perpétuent leur tradition folklorique. Vera, 32 ans, vit à Saint-Barth avec toute sa famille. Là, il y a 3 générations. C'est vous? C'est votre fils? Oui, mon fils, ma mère et mon père, donc 3 générations. Voilà. Ah, il manque un neveu, qui est là aussi. Ronaldo. Les Portugais sont environ 3000 sur l'île. C'est presque un tiers de la population. Cette communauté très soudée a pris ses marques depuis 30 ans. Elle a même désormais ses propres restaurants. La plupart travaillent dans la construction ou dans les services à domicile. Ce sont les petites mains de l'île. Vous faites quoi comme métier à Saint-Barth? Femme de ménage. Je suis maçon. Moi, je suis menuisier. D'accord. Et vous? Moi aussi. Femme de ménage. Moi, je suis secrétaire médicale. Avec le coût de la vie à Saint-Barth, en moyenne 30% plus cher qu'en métropole, les sorties restent exceptionnelles. Vous allez souvent au restaurant, vous? Non, on évite. C'est pas dans nos moyens, c'est un peu cher ici quand même d'aller au restaurant. On évite. On fait plutôt en famille. Avec son développement touristique, Saint-Barth a dû faire face à un gros besoin de main-d'œuvre, notamment dans le secteur du bâtiment. Il fallait des ouvriers pour construire les hôtels de luxe et les somptueuses villas. 30 ans plus tard, cette frénésie de la construction ne s'est pas arrêtée. La collectivité délivre 200 permis de construire chaque année. Résultat, l'île est un chantier permanent. D'ailleurs, il n'y a que 4% de chômage. C'est quasiment le plein emploi. C'est ce qui a poussé la famille de Vera à s'installer à Saint-Barth. Elle vit à Lorient, un petit village de pêcheurs, à l'étage supérieur de cette maison. Le loyer est abordable pour l'île, 1 500 € pour 50 mètres carrés. Chaque dimanche, toute la famille s'y retrouve pour le déjeuner. À table, il y a le mari de Vera, Felipe, qui est chef de chantier.
Donc on s'est rencontrés au Portugal, puis on s'est mariés, on est venu à Saint-Barth, on avait déjà un enfant. Il y avait ton père qui était déjà ici. Oui, mes parents étaient déjà là, ouais, et mon frère aussi. On est venu les joindre. La raison dont on est d'être là. Et on est resté, voilà. C'est le père de Vera, José, conducteur d'engin de chantier arrivé en 1998, qui a fait venir tout le reste de la famille. Et du coup, alors votre femme, vous l'avez faite venir directement? Après 4 mois. 4 mois, ouais. Il a dit, soit tu viens, ou soit je prends une autre femme. Grâce à 20 ans de travail acharné sur les chantiers, le chef de famille s'est fait construire une maison au Portugal. Et dans 4 ans, il est à la retraite. Vous allez rentrer au Portugal ou vous allez rester à Saint-Barth? Ah non, je rentre au Portugal. C'est mon pays, hein. Saint-Barth, ça me dit rien. Ça me dit pour l'argent seulement. Mais ses enfants ne partagent pas son avis. Ils se sentent bien ici. Moi, je préfère être là par rapport à la vie qu'on a, quoi. Je peux faire ça qu'on veut ici. Je suis arrivé ici à 15 ans. J'ai déjà 34, donc j'ai déjà plus vécu ici qu'au Portugal. Je suis plus français que portugais, il faut dire ça. Ouais. On ira les voir, ils viendront nous voir, voilà. Après, il sera à la retraite, il n'aura rien à faire, donc il pourra venir nous voir souvent. Hein? Pour les 3000 Portugais qui y vivent, Saint-Barth est synonyme d'une vie meilleure sous les tropiques. En travaillant dur, la majorité d'entre eux gagnent en moyenne 2500 € par mois. Pour eux, comme pour les riches vacanciers, la magie de Saint-Barth continue d'opérer.